l'actualité de ce mardi 11 juin. Fin de mission pour l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire. Le diplomate Ali Ajami est allé faire ses adieux au président Ouattara. Il aura passé 6 ans dans le pays. 30 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité des filières sucre et bananes. 2 conventions de financement ont été signées entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne. La cérémonie a eu lieu il y a quelques heures au plateau. Les élèves de 3e face aux épreuves écrites du BEPC depuis ce matin. Ils sont plus de 308 000 candidats. Dans la même journée, les résultats du CFE ont été rendus publics. Le taux de réussite est estimé à plus de 67%, contre 56% l'année dernière. Et puis, à l'étranger, Nelson Mandela, toujours dans un état grave mais stable. Madiba est à son 4e jour d'hospitalisation. L'homme de 94 ans reçoit des soins pour une infection pulmonaire à répétition. L'inquiétude est grande au sein des populations. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Sa mission à Abidjan est terminée. L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Ali Ajami, est allé faire ses adieux au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Il aura passé 6 ans dans le pays, à Ouattouré. L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Dr Ali Ajami, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara avant de quitter définitivement la capitale ivoirienne. Dr Ali Ajami s'est dit honoré d'avoir échangé avec le chef de l'État, des échanges qui ont porté sur différents sujets, notamment les relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Je dois quitter d'ici à une semaine vers un nouveau poste. Donc c'était un honneur encore une fois. Je connais que Monsieur le Président, son programme est chargé et malgré ça, il me reçoit. J'ai discuté avec son Excellence plusieurs sujets, notamment le sujet de les relations si fortes entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Et on a discuté aussi de la visite prévue de son Excellence le Président Ouattara au Liban, prévue avant la fin de l'année 2013. Pour le diplomate libanais, la visite officielle du président du Liban en Côte d'Ivoire en mars 2013 a permis de renforcer l'axe Abidjan-Beyrouth. Guillaume Soro milite pour une coopération parlementaire renforcée entre les assemblées nationales de la sous-région. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est depuis hier à Dakar, la capitale sénégalaise. Il est à la tête d'une délégation de députés. Envoyé spécial à Dakar, Victorine Yoroyobwe. Guillaume Kegbafori Soro a été accueilli à 13h à sa descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation effectuent une visite officielle de 4 jours. Visite qui s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie parlementaire entreprise par cette 12e législature. Pour Guillaume Soro, le Parlement, deuxième institution de l'État, doit être un instrument de développement et de rapprochement des peuples. Cet objectif ne peut être atteint qu'en s'inspirant de l'expérience des autres, ce que compte faire Guillaume Soro au cours de cette visite en terre sénégalaise. Je voudrais dire mes remerciements à mon collègue président de l'Assemblée nationale du Sénégal, mon doyen, le doyen Moustapha Niasse. Les députés ivoiriens m'ont chargé de le remercier pour l'honneur qu'il nous a fait de prendre part l'année dernière à l'ouverture de la session de notre assemblée à Yamoussoukro. C'est un homme d'expérience, c'est un homme de sagesse et je suis convaincu que ici à Dakar, je profiterai dans la docilité à apprendre de lui, de son expérience, de la façon dont il dirige brillamment l'Assemblée nationale du Sénégal. Les parlementaires ivoiriens auront des séances de travail avec leurs homologues sénégalais en vue du renforcement de la coopération entre les deux institutions. Même en l'absence de son président, le Parlement ivoirien est à la tâche. La Commission des relations extérieures de l'hémicycle a adopté aujourd'hui 4 projets de loi. Les textes donnent l'autorisation au président de la République de ratifier 4 conventions. Elles concernent entre autres les droits des handicapés, la protection et l'assistance des déplacés en Afrique, la démocratie et la bonne gouvernance. Le plaidoyer a été l'œuvre du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Brouléan. Bientôt, les handicapés de Côte d'Ivoire, 85 857 au total selon le recensement de 1998,
auront les mêmes droits que leurs concitoyens. Les parlementaires membres de la Commission des relations extérieures ont adopté ce mardi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Houleux ont été les débats, les députés voulant se convaincre de l'effectivité de mesures pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de ce texte. En face, le porteur du projet, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il soutient la ratification comme moyen de pression qui amène l'État à garantir les droits des personnes handicapées. L'existence du handicap ne doit pas être un fardeau pour celui qui vit cette situation, ni même pour la société, au risque de provoquer sa marginalisation progressive, voire abandon. Le président de la République a également reçu l'accord des députés pour la ratification de 2 autres textes internationaux. Celui de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. 2 textes signés respectivement en 2009 à Kampala et 2001 à Dakar au Sénégal par la Côte d'Ivoire. En bref, l'autre projet de loi adopté par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale est celui donnant autorisation au président de la République de ratifier l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité africain. Je vous le disais en titre, 30 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité des filières sucre et banane. 2 conventions de financement ont été signées entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne. La cérémonie a eu lieu il y a quelques heures seulement au plateau. Cet appui devrait améliorer la compétitivité des produits concernés ainsi que les conditions de vie des travailleurs. Jean-Jacques Oméala. Ces 2 conventions de financement signées entre l'État de Côte d'Ivoire, représentées par la ministre en charge de l'économie Kabanyale et l'Union européenne par le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est une aide de 25 milliards de francs CFA pour le volet banane et 5 milliards pour le volet sucre. Objectif, améliorer la compétitivité de ces 2 produits, les conditions de vie des travailleurs et apporter un appui aux plantations villageoises menacées de disparition. Durée de la convention, 5 ans. C'est pourquoi l'ordonnateur national du FED, Kabanyale, et le représentant de l'Union européenne ont invité le ministre de la Culture, le maître d'œuvre, et le ministère de l'Économie, le maître d'ouvrage de ces 2 conventions, à un partenariat au profit des bénéficiaires. Les ambitions pour chacune des 2 filières sont donc fortes et diversifiées. Une collaboration complète et efficace entre toutes les parties est absolument nécessaire pour envisager l'atteinte de tous les résultats dans les délais impartis par les conventions. Je voudrais rassurer l'Union européenne de notre engagement à veiller à ce que ces fonds mis à la disposition de ces 2 secteurs soient gérés de manière rigoureuse et harmonieuse avec la collaboration de l'ensemble des partenaires impliqués. Avec cette enveloppe, l'Union européenne a doublé son aide à la Côte d'Ivoire sur la période 2008-2013 qui s'élève à plus de 395 milliards de francs CFA. Au moment où ces filières sucre et banane reçoivent cet appui, l'avenir du palmier à huile retient aussi l'attention. Le premier congrès sur le palmier à huile a ouvert ses portes hier autour des enjeux et perspectives de le développement de l'huile de palme en Afrique et dans le monde. Les acteurs de ce rendez-vous ont encore 48 heures de réflexion. L'actualité, c'est aussi les élèves de 3e face aux épreuves écrites du BEPC depuis ce matin. Ils sont plus de 308 000 candidats repartis dans 1750 centres pour les encourager et surtout constater l'organisation de ces examens. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a visité des centres de composition. Mamadou Kouassi. Lycée moderne d'Aniamant, il est 10h20 ce mardi 11 juin. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, accompagnée des leaders des syndicats d'enseignants, procède à l'ouverture de l'épreuve de dictée-question. Une épreuve du brevet d'études du premier cycle, BEPC, et du test d'orientation en seconde. Des examens qui ont démarré ce jour avec 309 614 candidats. Après l'ouverture de l'épreuve, la ministre et sa délégation sillonnaient plusieurs centres d'examen afin d'encourager les élèves et s'assurer de la bonne organisation. Ce que nous avons constaté de très positif, c'est que nous avons même des enseignants surveillants en réserve. C'est-à-dire que toutes les salles sont pourvues et donc nous n'avons pas de problème. La particularité au cours de cette tournée-là, contrairement aux autres, c'est qu'aujourd'hui nous avons avec nous les responsables syndicaux
C'est une grande première qui démontre que la communauté éducative est une famille unie. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble et dorénavant, ce serait ainsi. Déjà, les candidats se disent confiants et promettent de meilleurs résultats. J'aimerais promettre à Madame la ministre que cette année, nous aurons un bon taux de réussite parce que les épreuves étaient très abordables. Et toutes les épreuves, pas si difficiles, c'est ça. Parce que nous sachons que nous avons déjà fait ça en classe. Si nous avons bien appris nos leçons, c'est facile. Pour cet examen, il faut noter plusieurs cas de maladies dans les 5 d'examen. Des maladies dues au stress selon le responsable de la santé scolaire et universitaire. Les conseils qu'on donne, généralement, c'est avant chaque épreuve, il faut d'abord bien dormir, se reposer parce que c'est le cerveau qui est en épreuve. Donc il faut permettre au cerveau de se reposer. Évidemment, il faut se nourrir pour avoir de la force. Mais surtout quand on sait que le sucre joue un grand rôle dans non seulement l'alimentation du cerveau, mais également dans le maintien de l'organisme. Donc nous conseillons aux élèves de prendre un peu de glucides chaque matin avant de faire les épreuves. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation vont durer 2 jours. Les résultats sont attendus le 1er juillet prochain. Je vous propose de faire un tour à l'intérieur du pays, voir comment les épreuves se sont déroulées. Plus de 14 000 candidats affrontent les épreuves écrites dans la région du Gbeke. Des innovations ont été constatées dans les délibérations assistées par ordinateur. Et à Ferke-Sédougou, ils sont plus de 2500 candidats. On retrouve nos équipes de RTI Boaké. Dans la région de Gbeke, ce sont 14 262 candidats, avec 73,34% de candidats officiels. Les sujets des 2 drainettes sont différents. On tire par zone, ça fait partie du principe de l'organisation. Les dégâts sont limités lorsqu'il y a différents sujets, mais je voudrais rassurer les parents d'élèves, les candidats, les sujets en question sont de même valeur. Au nombre des innovations, il faut noter que chaque épreuve obligatoire est affectée du coefficient 1. Toutes les copies doivent obligatoirement porter un sticker, même celle d'un candidat absent, sans oublier les délibérations assistées par ordinateur. Nous avons l'ancienne méthode où les secrétaires et les présidents de centre inscrivaient les notes des enfants dans les PV. Et parallèlement à ça, nous aurons un ordinateur qui va aussi accepter ces notes-là autant que les PV. L'admission sera prononcée pour tout candidat officiel non dispensé DPS ayant obtenu un total pondéré au moins égal à 80 points sur 160 et 70 points sur 140 pour ceux qui sont dispensés DPS. Et il en est de même pour les candidats libres, sauf qu'eux sont jaugés uniquement à l'examen. Le total pondéré est composé de 60% des points à l'examen et 40% de la moyenne générale annuelle. Les résultats seront proclamés le 1er juillet prochain. À Ferke-Sédougou, le lycée moderne a été choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC. Plus de 2500 candidats de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de cette région affrontent l'examen. Les autorités les encouragent. La Côte d'Ivoire veut des examens propres. Les élèves sont motivés, mais nous avons bon espoir que les résultats cette année seront satisfaisants. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Diologo, quant à elle, appelle tous les acteurs intervenant dans le cadre de ces épreuves écrites du BEPC au devoir civique. Elle estime que chacun doit être à son poste et assumer la tâche à lui confier. Espérons que les résultats de ces examens du BEPC seront satisfaisants. En tout cas, ceux du CEPE le sont dans une certaine mesure. On les connaît depuis ce mardi. Le taux de réussite est estimé à plus de 67% contre 56% l'année dernière. Mamadou Kwasi. Scène de joie à l'école primaire publique Château d'Eau dans la commune de Cocody. Ces enfants, candidats au CEPE et au concours d'entrée en 6e session 2013, sont admis. J'ai eu 128 points. Je suis content d'aller au collège. J'ai eu 118 points. Je passe en classe de 6e. 67,03%, c'est le taux de réussite au niveau national du CEPE et du concours d'entrée en 6e session 2013. Ce résultat est nettement supérieur à celui de 2012, estimé à 55,91%. Plusieurs raisons expliquent cette amélioration des résultats, selon la directrice des examens et concours. Les enseignants ont accepté la trêve des grèves. Car il s'agit d'une raison d'État, ils ont non seulement fait des efforts pour terminer le programme, mais plus, ils ont aidé leurs élèves à faire des révisions. Le facteur le plus positif a été l'application des résultats du séminaire organisé
par la DECO à Grand Bassam, ensemble avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif, nous n'avons pas fait qu'accuser les élèves, nous nous sommes aussi interrogés sur notre part dans leur échec massif. Nous avons visité tous les compartiments de notre système d'organisation des examens, depuis les classes en équilibrant les coefficients. Nous avons revu les étapes de la production des sujets, de leur sécurisation, les oraux, les écrits, les corrections et les délibérations, en mettant un accent sur la qualité des jurys et la responsabilité individuelle. Cette année, ce sont 448 275 candidats qui ont affronté le concours d'entrée en 6e et le CEPE dans 1750 centres d'examen. Au classement final, la Direction régionale de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Séguéla arrive en tête avec 88,23%, pendant que celle de Dimbokro ferme la marche avec 39,65%. En bref, sachez que les épreuves orales du bac technique ont débuté aujourd'hui. Pour le baccalauréat ordinaire, les épreuves écrites auront lieu du 25 au 28 juin prochain. Le programme alimentaire mondial vient de débloquer 21 milliards de francs CFA pour relancer les cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Le PAM entend ainsi appuyer le ministère de l'Éducation nationale en mettant l'accent sur le social. Honorine Anigori. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a participé à une session du conseil d'administration du programme alimentaire mondial récemment en Italie. À cette session, la Côte d'Ivoire a présenté une requête sur le projet appui au programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. À la suite de cette rencontre, le programme alimentaire mondial a débloqué 21 milliards de francs CFA pour soutenir les cantines en Côte d'Ivoire. Pour une meilleure gestion de ce fonds, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a établi un programme 2013-2015 en faveur des cantines scolaires. Grâce au PAM, le programme sur la période 2013-2015 va permettre de relever le taux de rétention des élèves et le taux de fréquentation des écoles d'au moins 3 points, d'offrir à 571 000 écoliers un repas équilibré chaque jour d'école, d'octroyer à 25 000 filles des CM1 et CM2 une ration trimestrielle à emporter ou un transfert monétaire afin de porter leur taux d'assiduité à l'école à 80%. Ce fonds est donc le bienvenu selon la directrice générale des cantines. À ce jour, nous sommes à 5 800 cantines. Nous avons des cantines qu'il faut réhabiliter. Nous avons aussi au niveau des achats de vivres, des gaps à couvrir par rapport au nombre de jours de fonctionnement des cantines scolaires. Et donc, nous avons réellement besoin de mobiliser des ressources pour pouvoir faire fonctionner les cantines. Les ressources sont les bienvenues. Les régions ciblées par le programme 2013-2015 en faveur des cantines scolaires en Côte d'Ivoire sont le Bassa-Centra, le Tonkwi, le Woroba, le Kabadougou, les Savanes, le Boukani et le Gontougou. L'Organisation islamique pour l'éducation, la science, la culture et la communication ISESCO tient depuis ce matin une réunion régionale. Elle regroupe les secrétaires généraux des commissions nationales des États africains francophones membres de l'organisation. La rencontre réunit une vingtaine de participants. Elle vise à assister les commissions nationales des États membres pour une meilleure connaissance des objectifs de l'ISESCO, de ses programmes et méthodes de travail. Faut-il le rappeler, l'ISESCO a été créé en 1982 à Fès au Maroc dans le but de promouvoir la science et la culture dans le monde musulman. Deuxième signature de convention entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé. Le but est de poursuivre les projets d'insertion des jeunes et le développement de plusieurs secteurs d'activité. L'éclairage de Patricia Oumouetia. En prélude à la signature de partenariat entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé, la délégation française conduite par le maire de la ville d'Auxerre, Guy Ferrez, a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Accord de coopération que confirme l'engagement des partenaires en renouvelant la signature de convention entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé. D'aider
à Tékoubé afin de permettre la mise en place de formations, d'insertion professionnelle pour les jeunes. Nous envisageons, dans le cadre de ce renouvellement, l'intégration des jeunes dans l'école de football de l'AJOCR. Le partenariat est multiforme, il est sportif, il est culturel, mais il est aussi éducatif. Cette plateforme de services pour l'insertion des jeunes va s'étendre aux communes de Trècheville et du Plateau. Aujourd'hui, il est question de voir comment chacune des communes peut nouer des relations en matière de coopération décentralisée avec soit une région, soit avec une commune de la région de Bourgogne. Ce projet qui va nous permettre d'insérer nos jeunes, de leur trouver des débouchés après leurs études, et pour ceux qui n'ont pas fait de niveau d'études élevé, qu'on puisse leur trouver de quoi s'insérer dans la vie. Le projet de jumelage entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atécoubé a débuté en 2010. Demain, 12 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants. Thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». En Côte d'Ivoire, les enquêtes en 2008 indiquaient que plus de 46 000 enfants âgés de moins de 14 ans étaient impliqués dans le travail domestique. À l'occasion de la célébration de cette journée, le gouvernement appelle à une prise de conscience collective pour un meilleur traitement des enfants en Côte d'Ivoire. Doigt des lasers. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les autorités administratives et politiques du pays. Selon les estimations du Bureau international du travail, en 2010, sur 16 millions de travailleurs domestiques rémunérés ou non, plus de 10 millions sont des enfants âgés de moins de 14 ans. L'enquête sur le niveau de vie des ménages en 2008 relève que 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique sur l'ensemble du territoire national. Ces enfants sont utilisés comme des filles de ménage ou dans la vente des sachets d'eau glacée, une activité domestique à caractère commercial. Mais le gouvernement entreprend des actions afin de lutter contre ce fléau. Dans cette perspective, une loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et les textes d'application de portée internationale et nationale sont en cours d'adoption pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants. En outre, le gouvernement, à travers le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, poursuit ses efforts pour parvenir à l'éradication des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016. Face à l'ampleur du travail des enfants dans le monde entier, une journée est dédiée à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En 2013, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a pour thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 12 juin 2013 la journée mondiale contre le travail des enfants. À l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en appeler au nom du gouvernement à une prise de conscience collective et demander que les enfants ne soient pas astreints au travail, qu'il leur soit reconnu leur droit à l'éducation, à la santé et au bien-être. D'ici 2014, l'objectif du gouvernement est de parvenir à réduire significativement les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les femmes de Grand Laou veulent prendre une part active dans la démarche de paix et de réconciliation nationale. Elles viennent d'initier une rencontre sur la cohésion sociale dans la région. Delphine Blas. Jour particulier à Grand Laou. Il fait beau temps. Les populations, particulièrement les femmes de cette localité, s'activent à célébrer la solidarité, la fraternité, la réconciliation et la cohésion sociale. Cet événement, le député maire Djahajan en est l'initiateur. Son objectif, relancer l'économie de la cité des Trois Eaux par des jeux de partenariat. Partenariat d'affaires scellé sous le sceau de la fraternité. Djahajan, dans son combat pour soutenir la gente féminine, bénéficie de l'appui de plusieurs structures et ONG présentes ce jour-là. Pour lui, la nouvelle Côte d'Ivoire demande l'implication de tous. Le chef de l'État a dit, le président Alassane a dit que la Côte d'Ivoire doit être un pays émergent à l'horizon 2020. Pour réaliser cet objectif, il faudrait que toutes les composantes de nos sociétés se mettent ensemble.
Message soutenu par les femmes qui ont compris que Grand Laou offre d'énormes potentialités d'investissement dans plusieurs domaines. Le travail de Feu Hucher, bâtisseur de la ville de Grand Laou, a été présenté aux femmes avant de lui rendre un grand hommage. À l'étranger, les pourparlers se sont poursuivis aujourd'hui à Ouagadougou entre le régime malien et les rebelles Touaregs. Le médiateur, le président burkinabé Blaise Compaoré, a proposé aux deux parties un projet d'accord. Ce dernier doit permettre à la tenue à Kidal de la présidentielle prévue le 28 juillet prochain, une élection destinée à aider le pays à sortir de la crise. Reportage. Les discussions engagées depuis 3 jours par Blaise Compaoré seraient sur le point d'aboutir. La séance entre les frères ennemis maliens qu'il a présidée hier après-midi a, semble-t-il, permis de lever les points de blocage et de dissiper la méfiance entre les deux parties. La médiation a d'ores et déjà obtenu un accord de principe, dont retour pacifique de l'armée et de l'administration malienne à Kidal avant la tenue de la présidentielle. On ne peut pas accepter le principe de l'intégrité territoriale et de la continuité de l'État malien et refuser que l'armée malienne se déploie sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, il s'agit de définir les modalités de retour de cette armée. Le projet d'accord que les deux parties sont allées soumettre à leur base propose un retour graduel des forces armées maliennes à Kidal et un cantonnement des éléments des groupes armés Touaregs. Toutes ces opérations pourraient être encadrées par des éléments français stationnés à Kidal et par la future force onusienne qui doit se déployer début juillet. La communauté internationale est fortement impliquée politiquement et militairement aux côtés des Maliens. Donc toutes les dispositions sont prévues dans l'accord pour qu'il n'y ait aucun incident, aucun désagrément qui puisse rompre la confiance. Une commission mixte de sécurité réunissant les deux camps est prévue par le projet d'accord de Ouagadougou. Elle devrait se mettre rapidement au travail pour déterminer les modalités de retour de l'armée avant le 28 juillet, date retenue pour l'élection présidentielle. En Afrique du Sud, nous sommes au 4e jour d'hospitalisation de Nelson Mandela. L'homme de 94 ans reçoit des soins pour une infection pulmonaire à répétition. Madiba se trouve dans une clinique de Pretoria, désormais sous surveillance policière. Les informations données par la présidence sud-africaine sont les mêmes. Mandela est dans un état grave mais stable. Rien de rassurant pour toute la nation sud-africaine. La sécurité a été renforcée aux abords de la clinique de Pretoria où est censé être hospitalisé Nelson Mandela pour une infection pulmonaire. Piétons et voitures sont systématiquement fouillés. Devant son domicile, quelques passants et visiteurs veulent encore espérer. Moi, je lui souhaite les meilleurs vœux pour qu'il puisse se rétablir rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour lui. Parce que nous sommes ici grâce à lui. Il s'est battu pour nous pendant la lutte. Que Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse récupérer et aller mieux. Les unes du jour reflètent l'inquiétude qui s'est emparée d'un pays qui retient son souffle et s'attend au pire. Après 4 jours d'hospitalisation, la présidence de la République a indiqué dans un communiqué que l'état du héros de la nation, âgé de 94 ans, reste grave, mais stable. Lundi dans la soirée, plusieurs membres de la famille du leader anti-apartheid, dont sa fille rentrée d'Argentine et son ex-femme Winnie, sont venus à son chevet. Autant de signes qui alimentent l'angoisse du pays. Et puis on termine en sport football. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi, face à la presse ce mardi, il a décrypté la victoire de ses poulains face à la Gambie, 3-0 samedi dernier. Sabri Lamouchi s'est aussi projeté sur l'expédition de Dar es Salaam en Tanzanie, en Yamoussoukro. L'atmosphère était des plus détendues entre Sabri Lamouchi et les journalistes pour cette conférence de presse d'après Gambie et d'avant Tanzanie-Côte d'Ivoire. Lorsque la question est posée au néo-éléphant Mathis Boli sur le port du mythique numéro 11, d'ordinaire réservé à Didier Drogba, son sélectionneur vole à son secours. Il a dormi avec, il a gardé le maillot, il a dormi avec. Et il a écrit un nom commençant par D. Ouais, quoi. Beaucoup d'effets positifs. En fait, on m'a donné le numéro quelques heures avant le match. Et, moi... Révélant qu'aucun joueur ne voulait porter le maillot de Didier. Pour le reste, Sabri Lamouchi a reconnu
que son équipe n'a pas produit un beau football à cause, selon lui, de l'état de la pelouse. Lamouchi et ses joueurs tenteront d'obtenir la victoire en Tanzanie pour être directement qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Arthur Boka et Didier Yakona ont quelques pépins physiques, mais devraient être disponibles. Cheikh Tioté est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Gervinho, lui, sera de retour de suspension. Et avec le meilleur état de la pelouse de Tanzanie, Sabri Lamouchi a révélé qu'il va utiliser un système de jeu auquel les éléphants sont plus habitués. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.